Déjà, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, tac, 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 je vous fais une petite présentation. Donc, le sujet du jour, c'est quoi? C'est Power BI et la supply chain. Et la problématique, comment Power BI peut optimiser et automatiser l'analyse de vos commandes. Donc, voilà, on va faire une petite série. Voilà, ce mois-ci, ce sera tout ce qui concerne les livraisons. Et le mois prochain, on parlera de tout ce qui concerne les stocks dans le cadre de la supply chain et comment on peut marier finalement supply chain et Power BI. Voilà. Donc le menu du jour, tac, 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 c'est une petite introduction théorique. On va parler un peu de la supply chain, de ses défis et comment Power BI finalement peut résoudre tout ça. On va parler un peu de Power BI en général. Tac. Et ensuite, on aura une petite démo d'un rapport qui a été fait, voilà, sur des données. Puis des questions-réponses par rapport à, voilà, à ce sujet, donc Power BI et la supply chain, et notamment l'analyse des commandes. Bon. Pour commencer, un petit rappel pour vous, parce que c'est votre métier normalement. La supply chain, qu'est-ce que c'est? Bon, la supply chain, finalement, c'est voilà, l'ensemble des étapes, finalement, entre la réception d'un produit, enfin non, entre la commande, finalement, et la réception d'un produit par le client. Donc, finalement, voilà, on résume souvent ça par la chaîne d'approvisionnement qui permet de livrer un produit à un client. Voilà. Souvent, grossièrement, on confond ça avec juste la partie livraison ou analyse des stocks, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est notamment l'analyse de 3 flux, les flux physiques, donc tout ce qui est logistique, la circulation des marchandises, les stocks, les livraisons. Mais derrière ça, il y a aussi toute une partie flux d'informations à analyser. Donc, tout ce qui va concerner justement ce sujet, la business intelligence, big data, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'informations en fait qui circulent lorsqu'on passe une commande. Donc, on va voir comment ça marche. Puis, il y a les flux financiers administratifs. Donc, c'est finalement l'analyse des contrats qui se font voilà, dans le cadre d'une commande, d'une transaction. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de contrats avec les fournisseurs, notamment les clients. On va voir tout ça. Alors, la supply chain a plusieurs soucis. On a plusieurs soucis. On détecte beaucoup de problèmes en ce moment. C'est quoi? C'est le manque de visibilité, les données dispersées. C'est tout. Voilà, on a ce souci en termes de data. C'est un défi. C'est comment avoir de la donnée correcte, la bonne donnée, le bon niveau de détail. Comment bien explorer ces données. C'est un des défis. Il y a quoi d'autre? Il y a la rupture de stock, les excès de stock. Voilà, on a toujours des histoires où il y a des entreprises, voilà, qui n'ont pas assez préparé de stock. Donc, vous pouvez prendre le cas PlayStation, par exemple, avec Sony. Où vous avez quoi d'intéressant? Bref, vous avez les masques, là, on n'a pas assez fait de masques. Ce genre de choses, finalement, c'est des enjeux supply chain. C'est qu'on ne s'est pas mis dans de bonnes conditions, finalement, pour avoir un bon taux de service. Donc, répondre à la demande quand c'est nécessaire. Donc, il faut savoir gérer les stocks. Il faut aussi ne pas avoir trop de stocks, puisque ça génère des dépenses pour conserver les stocks. Il y a de la dégradation de la valeur. Si les choses périment, les choses peuvent devenir obsolètes. Il y a plein de choses. Et en général, quand on a un excès de stock aussi, c'est qu'on a trop produit par rapport aux ventes. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faut jongler entre les deux et donc avoir une bonne donnée, c'est important. D'autres enjeux comme les délais de livraison non respectés. Bon, ça, vous voyez, vous vivez ça au quotidien. On a souvent des problèmes. Voilà, on finit par recevoir notre commande voilà, une semaine après, ou alors le colis s'est perdu. Bref, il y a toujours des soucis au niveau des délais de livraison. Ça, c'est lié aux données. C'est un enjeu important. Les erreurs, les litiges, bien sûr, ça fait partie voilà, de tout ça. La volatilité des coûts, voilà, il y a des choses qui varient, les coûts, on a du mal à suivre. Donc ça fait partie des défis.
Le problème des anticipations, des prévisions, tout ça, c'est lié, hein. Voilà, on n'anticipe pas les stocks, on ne fait pas attention à certains événements, ce qui fait que ça peut nous dégrader notre délai de livraison ou alors nous faire passer en rupture de stock ou excès de stock. Le respect de la conformité, traçabilité, tout ça, c'est des enjeux actuels. Voilà, avec tout ce qui est label, il faut savoir tracer finalement le parcours des produits. Et ça joue aussi sur la conformité, c'est important. Voilà, il faut vraiment faire en sorte que tout soit tracé, tout soit bien. Voilà, il faut montrer patte blanche en fait, avec tout ce qui arrive comme réglementation. Et donc c'est un enjeu en fait de bien gérer ces données. Et c'est pas encore suffisant dans ce domaine. On va voir si Power BI peut résoudre ce problème-là. Voilà, gérer tout ce qui est traçabilité pour être conforme et ne pas avoir de soucis, notamment avec la loi ou avec le consommateur aussi. Si un produit non conforme arrive, forcément, ça crée des litiges et des problèmes pour plus tard, ça dégrade l'image de marque. Bref, beaucoup de conséquences. Le défi écologique aussi, comment tracer la consommation en termes de CO2, donc, voilà, la réjection, le rejet de gaz à effet de serre, etc., dans l'activité. Bon, encore une fois, il faut recouper les données, donc c'est toujours compliqué, tout est lié aux données, et on va voir si Power BI peut résoudre ça. Donc, qu'est-ce qu'apporte Power BI par rapport à ça? Power BI, en fait, va permettre de se connecter à plusieurs sources différentes, voilà, plusieurs sources de données différentes, des API, des ERP, des Excel, tout ce que vous voulez, des fichiers JSON, des CSV, des sites web, bref, on va tout recouper, et ce qui va permettre d'avoir une centralisation des données, et donc, finalement, d'avoir des données plus cohérentes, qui viennent de divers horizons. C'est assez puissant en termes de nettoyage de données aussi. On a un nettoyage de données assez puissant avec Power Query. On peut aussi faire appel à d'autres outils, mais Power Query est assez performant dans ce cadre, ce qui permet de gagner en temps plutôt que traiter des fichiers Excel de manière manuelle. C'est souvent pas une bonne pratique. Et c'est souvent une perte de temps et d'argent de passer du temps sur ça, alors qu'il faut plutôt passer sur son temps à prendre de meilleures décisions. Voilà. Des rapports mis à jour automatiquement aussi, ce qui permet d'avoir une vraie visibilité sur son activité. Donc ça, c'est pas mal dans le cadre de la supply chain. Faire des alertes, par exemple, sur les stocks ou même sur des anomalies au niveau des livraisons. Ça va nous aider à être prévenus à temps et donc régler des potentiels litiges ou alors une dégradation du taux de service. Donc, finalement, voilà, de la réponse à des commandes et des problèmes de délai. Donc, tout ça, il faut savoir le gérer. Et donc, des alertes, ça nous permet de gagner du temps dessus. Voilà, on peut mettre des sortes de notifications par rapport à si on a assez de stock, s'il y a quelque chose qui ne va pas directement. On peut être prévenu et éviter certains problèmes, éteindre des incendies. On peut faire des rapports sur mesure, donc ce qui va nous permettre vraiment de chasser les coûts, les délais. Voilà, on va pouvoir rentrer dans un niveau de détail intéressant en explorant bien sa donnée. C'est vraiment puissant à ce niveau-là, Power BI. On va voir ça juste après. On peut faire des prévisions et des simulations aussi pour anticiper certains problèmes. Bon, on peut aussi, comme j'ai dit un peu précédemment, on va pouvoir faire des analyses très poussées. On a des techniques de visualisation assez poussées avec Power BI, ce qui va permettre donc de gérer des thèmes comme l'écologie, la traçabilité, ce genre de choses. Alors, maintenant, parlons de la BI. Maintenant qu'on a un petit peu introduit la supply chain, les défis, les petites solutions potentielles que Power BI pourra amener, on va revenir au cœur du sujet. Qu'est-ce que la BI? La BI, c'est l'ensemble des outils, finalement, pour prendre de meilleures décisions. Donc, au départ, on a des outils, puis on analyse, on utilise en fait. Non, au départ, on a de la donnée, pardon. Puis on va traiter cette donnée avec des outils, donc des outils notamment de ETL, des outils qui vont extraire et transformer la donnée. Puis on va charger ça dans un autre environnement qui s'appelle
des outils de data viz. En fait, on va charger ça dans des outils de data viz pour visualiser la donnée et avoir des insights. Donc, finalement, voir sa donnée de manière plus simple et pour prendre de meilleures décisions. Donc, il y a 2 types d'outils. Il y a les outils de ETL pour extraire et transformer la donnée, la charger ensuite, et les outils de data viz, donc de data visualization, pour visualiser la donnée. Et Power BI est un outil 2 en 1. Il y a Power Query à l'intérieur et Power BI Desktop pour la visualisation. Donc, qu'est-ce que Power BI? C'est justement un outil qui combine 2 outils à l'intérieur. Donc, il y a l'outil ETL à l'intérieur, Power Query, et l'outil Power BI Desktop. 2 outils. Un outil pour extraire, transformer, charger la donnée, et un outil pour visualiser sa donnée. Voilà. Power BI, c'est cette alliance-là. Donc, finalement, un outil qui va nous permettre de se connecter à la source de données et de faire des analyses. Voilà. À ne pas confondre avec un outil de saisie de données comme Excel. Là, vraiment, on va chercher à pousser l'analyse beaucoup plus loin. Donc, on se connecte à une source de données et on va tirer ce qui nous intéresse. Alors, pourquoi prendre Power BI? Pourquoi Power BI et la solution BI qu'on met en avant? Déjà, c'est assez facile d'utilisation, relativement. C'est plutôt accessible au métier. Donc, on voit beaucoup d'entreprises qui se mettent à migrer sur Power BI parce qu'ils ont bien compris l'enjeu du low-code, no-code. On peut finalement faire plein de choses juste en cliquant, qui est un avantage par rapport à des rivaux comme ClickSense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'intégration de l'écosystème Microsoft, qui est très bien faite. On pouvait très bien intégrer tout ce qui est Excel, SharePoint, Teams, bref, les plateformes Power. Il y a beaucoup de connecteurs, en fait, et ça se connecte très bien avec l'univers Microsoft. Donc ça, c'est pas mal, ça facilite des choses. Aussi, on reconnaît la patte de Microsoft, donc un peu d'Excel quand on travaille sur Power BI. On reconnaît un peu de Word, un peu de PowerPoint, un peu d'Excel dans certaines fonctionnalités, ce qui permet vraiment de prendre en main l'outil plus facilement. Ensuite, on a aussi des fonctionnalités d'analyse poussées. Voilà, il y a certaines fonctions intéressantes. On peut aller très loin en termes d'analyse de données. J'ai déjà mentionné ce genre de choses. On va voir comment ça se manifeste après avec la démonstration. L'évolutivité, en gros, il y a beaucoup de mises à jour. Donc, pour BI, il y a une grosse communauté derrière et des mises à jour. Donc, c'est quelque chose de vivant. Et voilà, rien qu'en juin, là, on a eu une petite mise à jour. Et à chaque fois, il y a de nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas un outil qui meurt, c'est un outil en pleine évolution. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, beaucoup de bugs réglés, beaucoup de fonctionnalités avancées. Voilà, j'en dis pas plus, on verra. Collaboration et sécurité avancée, bien sûr. Donc, en gros, on peut gérer toute la sécurité de manière assez poussée sur Power BI. Donc, la sécurité d'accès aux données, vous pouvez choisir qui a accès à tel rapport, tel tableau de bord, donc telle donnée, qui a accès à telle ligne. Voilà, vous pouvez aller vraiment très loin en termes de sécurité avec Power BI. Bon, ça, c'est juste le Magic Quadrant de Gartner. C'est une sorte de benchmark, juste pour étayer, pour plutôt appuyer mes arguments, pour montrer en fait que Microsoft, là, est bien mis en avant, donc est bien considéré comme leader. Pourquoi? Parce que il intègre tous ces éléments, toutes ces fonctionnalités, il intègre de l'IA, tout ça, facile d'utilisation, il combine beaucoup de choses, une forte communauté notamment, qui fait qu'il se retrouve premier dans la course, donc Microsoft Power BI. Derrière lui, souvent, on citera Tableau de Salesforce et Qlik, voilà, qui ont leurs points forts. Tableau est très robuste, il permet des visualisations très poussées aussi, beaucoup plus cher par contre, et la prise en main n'est pas si facile. Qlik, c'est pareil, la prise en main est compliquée, mais intéressant pour le traitement des données. Bon, chacun a ses points forts, mais vous voyez que Microsoft est toujours loin devant la concurrence, et ce, depuis 2019. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt finalement même à se former sur Power BI, puisque c'est demandé, voilà. C'est un outil en pleine effervescence. Bref. Maintenant, parlons de la méthodologie, comment traiter,
comment ça marche en fait un projet sur Power BI et en BI en général? Évidemment, on applique la méthodologie Extract Transform Load. Donc, on a des sources de données au départ qu'on va extraire. Et ça, on les extrait à partir grâce à notamment l'outil Power Query en fait. Voilà, l'outil Power Query qui est dans Power BI va permettre d'extraire la donnée, de la transformer. Donc, transformer, ça veut dire nettoyer les données, enlever certaines colonnes, voilà, régler les problèmes de doublons, faire en sorte que voilà, notre donnée soit prête pour l'analyse. Et ensuite, Power Query, voilà, qui va prendre différentes sources et les nettoyer, les traiter, va les distribuer sur Power BI, l'outil de DataVis qui est dans, voilà, dans Power BI. Donc, Power BI, en fait, a deux outils à l'intérieur. L'outil ETL, donc, qui va permettre de traiter la donnée, la transformer, l'extraire de différentes sources. Puis ensuite, on va la distribuer sur un autre outil qui s'appelle Power BI. Donc, Power BI Desktop, voilà, pour visualiser la donnée, faire des liens entre les données et avoir de jolis visuels, donc de graphiques, pour prendre de meilleures décisions. OK. Donc là, on va voir un cas qui est iRobotics, une entreprise fictive, et on va voir ce qu'on peut faire au niveau de la gestion des livraisons. Voilà. Donc une entreprise voilà, de robots, de drones, qui veut juste analyser sa gestion, enfin ses livraisons, ses commandes, comment ça marche. Bon, les KPI principales, c'est quoi? Donc les points d'intérêt, les indicateurs clés, c'est le délai, le coût et la satisfaction client. Voilà. Évidemment, c'est ça qu'on veut analyser principalement. On veut vraiment gérer les délais, parce que finalement, en termes d'image de marque, en termes de satisfaction client, finalement, c'est lié. Hein. Le délai est quand même un enjeu. Évidemment, vous n'êtes pas content quand vous avez 3 jours de retard. Donc, comment gérer les délais? Ça, c'est un enjeu au niveau de cette entreprise. On veut savoir ça. Et c'est un enjeu aussi dans la supply chain, l'analyse des commandes. On a le coût aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, les extra coûts, tout ça. En gros, il y a des coûts supplémentaires, les transporteurs coûtent peut-être trop cher. Comment faire? Faire des négociations. Tiens, vous coûtez cher, mais vous êtes en retard. Comment faire? Vous ne justifiez pas ce prix. Comment gérer les coûts? Voilà, il y a plein de ensuite, la satisfaction client. Voilà, évidemment, gérer le taux de satisfaction des clients. Donc, en général, voilà, tout ce qui est NPS, Net Promoter Score, voilà, si les clients mettent 5 étoiles, ce genre de choses. Tout ça, c'est vraiment le principal en ce qui concerne les KPI dans la supply chain. On va graviter autour de ces 3 piliers. Donc, au niveau de iRobotics, les fichiers, c'est quoi? C'est un fichier CSV, un fichier donc avec la liste des commandes. Voilà, je vous ferai la présentation après. Une liste des villes officielles de l'INSEE pour bien recouper les villes, les régions, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Parce qu'on va voir qu'il n'est pas forcément propre. Et on va gérer aussi les jours fériés. Comment faire les jours fériés, les jours ouvrés? C'est un défi, hein, travailler sur des délais en jours ouvrés et non fériés. Donc ça, c'est compliqué. On va voir comment ça marche sur Power BI. Donc, il y a plusieurs enjeux techniques. Voilà. Et maintenant, on passe au rapport. Hop. Bon, je vais quand même vous présenter voilà, le rapport. Au départ, qu'est-ce qu'on a sur Power BI Desktop? Donc, au départ, c'est quoi l'enjeu? C'est récupérer les données. Donc, on retourne sur Power Query. Là, c'est l'interface Power BI Desktop où finalement, on fait les visuels. Mais d'abord avant ça, il fallait obtenir les données. Voilà. Au démarrage, on est plus sur le travail des données, l'extraction et la transformation des données. Donc, ça se joue sur Power Query. Voilà l'autre interface, Power Query. Vous voyez qu'il y a 1 milliard d'étapes. Donc, c'est toutes les transformations qu'on a faites. Voilà, ça met un peu de temps à charger parce qu'il y a beaucoup de lignes. Donc, voilà. Au départ, donc, vous voyez, il y a les étapes ici. Bon, à gauche, je vous parle de ça. À gauche, il y a quoi? Il y a la liste des tables des requêtes, OK? Donc, finalement, des tableaux qu'on a obtenus
à travers diverses sources. Au milieu, ben, c'est la table, c'est voilà, le tableau avec les données. Et à droite, les étapes appliquées. Donc là, je me mets à l'étape de la source pour aller voir où est-ce qu'on a récupéré le fichier. Donc au départ, voilà, on avait fait obtenir les données, etc., pour aller chercher le CSV en question, qui est finalement une liste de commandes. On va regarder un petit peu ça. Hop. Donc là, voilà, on est à l'étape source. Et on a notamment une première colonne qui est juste le pays. Ouais, super, pas forcément utile. La région où se déroule la livraison. Et là, on va commencer à avoir des incohérences. Vous voyez que la région, rien qu'ici, il y a un problème avec la ville, un problème de cohérence. On va voir quel est l'enjeu en termes de nettoyage de données. Il y a quoi d'autre? Le département de livraison, la ville de livraison, bref. Des informations géographiques au niveau de l'entrepôt aussi, qui ne vont pas forcément nous intéresser lors de ce rapport. On a simplifié le cas. On a quoi? Les numéros de commande, finalement. Les dates de la commande. Voilà. Quel jour on l'a pris la commande. Ensuite, le code client, bon, pour identifier chaque client. Hop, des images de produits, des quantités commandées, quantités livrées, bref, plein de choses. Des dates, date d'expédition, date de livraison prévue, réelle. C'est là, on va avoir peut-être des soucis. Des statuts de livraison, plein de choses, si c'est livré complet, en retard. Les montants de la commande, les transporteurs, le logo du transporteur, bref. Et la satisfaction client, notamment, donc, sur 5. Donc, vous imaginez que c'est un système d'étoiles. Donc là, 3 étoiles sur 5. Les litiges, s'il y en a, avec les raisons. Voilà, colis perdu, produit endommagé. Est-ce qu'il y a un litige? Hop. Donc voilà, on fait une succession de transformations. Je ne vais pas forcément tout montrer. Voilà, il faut promouvoir les en-têtes. Là, il faut vraiment voilà, avoir les bons réflexes. On renomme tout ce qu'il faut. Voilà. Après, on fait des fusions. C'est comme des recherches V. On fait plein de transformations. Voilà, je ne vais pas forcément tout détailler. Finalement, pour obtenir ça, on obtient à la fin ce tableau-là avec les délais. Voilà, les délais, les coûts et tout ce qui nous intéresse. On a vraiment épuré le fichier, on a enlevé toutes les colonnes inutiles et les lignes inutiles aussi, pour vraiment avoir un modèle performant, léger, pas trop alourdi. Bon, et j'ai passé sur certaines transformations parce que ça peut être un peu lourd. Et on a fait donc des travaux de correspondance avec notamment le fichier VLINSEE qu'on a importé. Hein. Et la source, c'est le fichier CITES. C'est un fichier CSV, on avait tout. Voilà, et on a pu récupérer finalement les bonnes régions en recoupant. On a fait ce qu'on appelle une fusion. Voilà, on fait des petits travaux de transformation. Et à la fin, on obtient donc une bonne dimension géographique, donc une table de référence qui va nous donner tous les éléments. Voilà, en recoupant les données pour nous faire justement les cartes, pour bien localiser nos commandes. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? Il y a un DIM client qui a été fait. Bon, ça, c'est plus des techniques voilà, de modélisation. En fait, on a été récupérer donc des éléments clients. On a découpé en fait notre table. Voilà notre export DRP. On imagine que c'est un export DRP. On a été la découper pour tirer des dimensions. Voilà, c'est juste une manière d'optimiser le modèle. Donc, on fait des axes d'analyse, DIM client, DIM produit, DIM transporteur. C'est juste un découpage de notre table. Et on a les listes des jours fériés, finalement. Qu'est-ce qu'on a fait dessus finalement, tout ce qu'on a fait. Là, donc, une liste de jours fériés qui va jusqu'en 2030, il me semble. On a juste filtré pour avoir les dernières données. Voilà. Et bien les bons jours fériés, finalement. Et après, on s'est juste gardé la colonne date. Ça, c'est spécifique pour l'analyse. Bref. Ensuite, après ça, une fois que le travail de nettoyage, d'extraction des données et nettoyage est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur l'environnement. Là, on fait fermer appliquer. Là, je l'ai déjà fait. Donc.
pas besoin. On va sur l'environnement, finalement, pour visualiser la donnée. Mais avant ça, il faut faire le lien entre les données, donc les différentes tables qu'on a fait. Voilà, je vais cacher ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la table de faits au centre. Dans la table, c'est la table avec la table de faits, c'est quoi? C'est la table avec tout ce qui est numérique. Voilà. Les données numériques, les données chiffrées, données datées. Donc, vraiment, c'est toutes les données analysées. Et après, vous avez autour vos axes d'analyse, donc les tables de dimension. Donc, vous découpez votre donnée. C'est des facettes, en fait, voilà, de vos commandes. Il y a le côté géographique, le côté client, produit, date. C'est ce qui va servir à faire vos filtres. Là, la subtilité, c'est qu'on a fait des relations à double sens. Bon. Il y a des histoires de relations à double sens. Il faut connaître un peu tout ce qui est cardinal, etc. Bref. Bon, voilà. Pour résumer, en fait, la cardinalité, comment ça marche, le lien entre les tables, c'est que une dimension, finalement, a plusieurs faits. Vous voyez, un client a plusieurs transactions. Donc, au niveau du paramétrage des relations, ici, c'est 1 à plusieurs en partant de dim client. Voilà, un client a plusieurs transactions et plusieurs transactions ont un seul client. Ensuite, c'est à double sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se mettre parfois, dans notre cas, à filtrer les dimensions en fait, à partir de la table de faits. Donc, le numéro de commande notamment. Normalement, c'est les axes d'analyse, donc les tables de dimension qui filtrent les faits. Voilà, cette fois, ça va être la table de faits qui va filtrer les dimensions. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette subtilité de la relation à double sens qui n'est pas forcément une bonne pratique. C'est par rapport à un dessin animé à l'issue du volant. Attendez, on a du bruit ici. Il y a un petit souci avec le micro. Ouais, merci. Hop, je retourne. Ouais. Là, j'en étais au Power BI. Tac. Ouais, il y a des subtilités. En gros, il y a des faits qui vont filtrer les dimensions. On va voir comment ça joue. C'est pas forcément une bonne pratique. D'habitude, on le fait à sens unique. C'est les dimensions qui filtrent des faits pour des questions de performance. Mais là, la modélisation a été faite ainsi. Là, c'est un cas où il ne faut pas se borner à ce genre de pratique. Il faut vraiment, finalement, chercher à obtenir principalement ce qu'on veut. Voilà, donc on fait des concessions. Ensuite, il y a une histoire de relations actives-inactives. Ça, c'est un cas sur Power BI. Donc, en gros, il y a des relations actives, c'est les relations qui marchent entre les tables, des liens qui marchent. Et les relations inactives, c'est des liens qui marchent, finalement, quand on les rappelle, quand on les réinvoque. Voilà, c'est pour des calculs spécifiques. Et c'est notamment quand on a plusieurs dates. C'est un enjeu souvent dans les histoires de commandes. Il y a la date commande qui est la date finalement principale. Et après, il y a les dates secondaires finalement. Donc, c'est les dates d'expédition, de livraison. Ouais, c'est des dates plutôt secondaires. La date réelle de livraison aussi. Voilà, qu'on va réinvoquer dans certains calculs voilà, quand ce sera nécessaire. Voilà, au passage, il faut faire une table calendrier. C'est une bonne pratique. On peut voir comment on l'a faite. Voilà, avec la méthode calendar min-max. On prend le minimum de nos commandes, notre date commande, et on prend le maximum de notre pack commande, donc date réelle. Pourquoi? Parce que c'est là où on aura la date la plus récente finalement, et on a toutes les dates entre les deux. Ça permet en fait d'avoir un bon référentiel de date, et après on peut faire des choses, des analyses intéressantes. Voilà. Au niveau de cette table de date, on peut ajouter des choses, tout ce qu'on veut en fait. C'est à la carte, donc c'est pas mal. Il faut un référentiel de date pour pousser l'analyse. C'est une bonne pratique. Voilà, une fois que tout est fait au niveau des relations entre les tables, donc tout est cohérent, donc on a un modèle là en étoile, une table de faits, et autour, il y a les tables de dimension qui gravitent, on peut aller commencer le rapport. Voilà, donc finalement, on a été extraire les données de différentes sources, on les a transformées, on a fait en sorte que les données soient bonnes et utilisables pour l'analyse. Puis, on a été modéliser les données.
On a modélisé nos données pour faire en sorte que les liens entre les tables soient bien faits. Et après ça, on va faire nos visuels. Voilà. Donc là, je vais faire un petit tour du rapport en montrant un peu comment on a calculé certains éléments. Là, on ne va pas non plus passer trop de temps dessus, mais on va voir. Donc c'est la démo. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une page principale où finalement, on a nos KPI voilà, les plus importants. Donc il y a le nombre de commandes en year to date, en quarter to date, month to date. C'est-à-dire que vous avez le nombre de commandes depuis le début de l'année. Vous pouvez choisir votre année. Vous pouvez prendre 2023. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'OTD, donc le On-Time Delivery. C'est-à-dire que c'est finalement le pourcentage de commandes pour lesquelles on a respecté les délais. Okay, donc, c'est les commandes finalement qui sont arrivées à l'heure. Ça, c'est super important. Ensuite, il y a un autre KPI, c'est l'OTIF, l'On-Time in Full. Donc ça, c'est quoi? C'est le pourcentage de commandes finalement qui sont arrivées à l'heure, mais aussi complet. Okay, donc, pas de livraison partielle, etc. C'est vraiment le taux de service finalement. Vous avez eu votre produit, il est conforme, tout est bien, à l'heure, donc, et complet. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la livraison. Il n'y a pas mention sur la marchandise. Okay, ça, c'est l'OTIF. C'est plus important. Voilà, et on voit que dans cette entreprise-là, ce n'est pas forcément très bon, puisque finalement, ça veut dire que 8 fois sur 10, on se retrouve avec, avec des commandes qui sont traitées dans les temps, mais ça pourrait être mieux quand même, parce que ça veut dire que 2 fois sur 10, il y a des soucis. Et là, voilà, 7 fois sur 10. Voilà. Le délai de livraison, les livraisons moyens, voilà, le nombre de jours qu'on met pour livrer. Le coût moyen en year to date. Donc, le coût moyen de livraison finalement. On a simplifié, donc tout ce qui est extra coût est compris dans ce coût. L'objectif de ce rapport, ce n'est pas forcément de faire des choses les plus précises possibles, c'est juste de montrer à quel point on peut, où on peut aller, juste montrer un aperçu de ce qu'on peut faire en fait avec Power BI au niveau de l'analyse des commandes. Bon, ensuite en bas, on a un graphique. Avant ça, quand même, je montre. Il y a quand même la satisfaction client, voilà, la satisfaction moyenne des clients, qui est de 3,80 sur 5. Et en bas, voilà, 2 graphiques. C'est quoi? C'est le suivi par mois de l'on-time delivery et l'OTIF, donc l'OTD et l'OTIF. Donc, finalement, vos délais de livraison, est-ce que vous avez respecté vos délais et est-ce que vous avez rendu des commandes complètes, voilà, et dans les temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est les délais, les différents délais finalement de livraison, le délai de traitement interne, donc combien de temps on met en fait à traiter la commande en interne, de la commande jusqu'à l'expédition, et ensuite combien de temps met le transporteur à livrer. Voilà, il y a tous ces détails-là. Tout ça, pour les faire, il a fallu faire quelques calculs. Je peux montrer quelques mesures. Voilà, ici, c'est quoi? C'est le nombre de commandes. Donc voilà, on a des petits calculs, donc ça joue souvent avec des calculates pour tout ce qui est year to date et sur to date. Le nombre de comptes, finalement, c'est quoi? C'est juste un count. Hein. Distant count, on compte finalement le nombre de commandes. Voilà, bon, OTD, tout ça, je le montre rapidement. Donc tout ce qui est délai, il y a les OTD, OTD year to date, basé sur l'OTD en pourcentage year to date. Alors, OTD, comment ça a été calculé? Voilà, finalement, on va diviser le nombre de commandes dans les temps. Donc, nombre de commandes OTD, il faut que je le trouve. Tac, tac, tac. Ouais, il y en a tellement. Tac. Nombre de commandes OTD. Voilà, bon, une petite formule. C'est quoi finalement? Le nombre de commandes OTD, c'est juste le nombre de commandes OTIF plus le nombre de commandes partielles à temps. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça met 0 si c'est blanc. Sinon, ça renvoie ça. Et ouais, le nombre de commandes. Attendez. Ouais, nombre de commandes. Il faut juste que je cherche.
OTD, tac, tac, tac. Ouais. Donc en fait, c'est le nombre de commandes. En fait, c'est les commandes voilà, qui sont livrées. Ça peut être des commandes partielles à temps, ou ça peut être, pour OTD, c'est des commandes partielles à temps. Voilà, donc, ils respectent voilà, cette formule. Calculer, c'est juste pour filtrer votre résultat, là où le statut de livraison est livré partiellement à temps. Mais c'est aussi l'addition avec les nombres de commandes finalement complets à temps. Voilà. Là, je ne retrouve plus la formule. Nombre de commandes. Allez, commande. Voilà, c'est. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a OTIF, délai de livraison. Ouais, les délais de livraison, hop, comment on les a calculés? Donc, en gros, là, pour les délais de livraison, il y a un petit enjeu technique sur Power BI. C'est jouer avec ce qu'on appelle le Network Days. Donc, c'est une fonction qui va permettre de renvoyer en fait le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Donc là, forcément, quand on veut faire le délai de livraison, on va prendre le nombre de jours entre la date de commande et la date de livraison. Bah oui, la date réelle de livraison. Et ensuite, on précise quelques arguments. Voilà, on précise voilà, qu'on est sur un système voilà, par défaut, que en fait, de lundi à vendredi, c'est des jours ouvrés. Ensuite, c'est non ouvré. Une liste de jours fériés que j'avais précisé. Voilà, il faut préciser la liste de jours fériés pour que ça prenne ça en compte. Donc finalement, on aura vraiment le nombre de jours ouvrés non fériés entre deux dates. Et on joue avec du average X, en fait. Bon, parce qu'en fait, on fait la moyenne, on fait la moyenne ligne par ligne finalement. Voilà, il y a un côté ligne par ligne, donc il faut mettre le X. Et donc, ce qui nous fait un délai moyen finalement, délai moyen de livraison. C'est le même raisonnement pour les délais de livraison transporteur, etc. Et après, on ajoute ça dans une autre formule pour faire le year to date. Bon, les coûts, c'est assez simple. Hein. Finalement, les coûts, c'est quoi? C'est une somme. Hein. Ça peut être une somme, mais les coûts moyens, voilà. Il y a les coûts qu'on peut sommer, il y a des coûts qu'on peut faire en moyenne. Ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, le DAX, ce n'est pas forcément si compliqué. Si vous savez ce que vous faites derrière, finalement, bon, ça devrait aller. Donc, voilà, ça, c'est la première vue. Voilà, j'ai montré quelques calculs. Ensuite, j'ai quand même. Voilà, maintenant, j'ai plus montré ce qui est côté visuel, les fonctionnalités. Donc, pour aller présenter ça, je vais plutôt prendre. Ouais, je vais partir du PowerPoint. Tiens. Je l'ai mis dans le PowerPoint. Hop. Donc là, on est sur la vue globale. On peut voir nos analyses. On peut filtrer là où on veut, selon le type de produit voilà, voulu, la ville. On peut aller sur la carte. Donc, nous avons quoi? Nous avons une carte. Donc, on peut explorer. Donc, par exemple, on peut aller, je sais pas, tiens, on va aller à La Réunion. Voilà. Ensuite, hop, je peux explorer. Voilà, et là, j'ai les adresses. Et j'ai aussi donc une infobulle. Donc, voilà, c'est des données qui s'affichent en fonction de là où je suis. Donc, j'ai la satisfaction client, j'ai le délai moyen, le nombre de commandes. Voilà, et je peux explorer ça. Donc, je peux voir où on a livré et avoir ces informations-là sur une adresse. Je peux monter dans la hiérarchie. Donc, voilà, je peux explorer ma donnée à ce niveau-là. Donc là, on est au niveau de la ville. Et donc, j'ai le nombre de commandes sur cette ville, le coût moyen, le délai moyen. Je peux encore monter, donc au niveau du département. Et après, je peux remonter encore plus haut au niveau de la région. Voilà, et je peux avoir d'autres informations sur la Guyane. Je peux avoir des informations sur l'Île-de-France. Voilà. Avec le nombre de commandes, le coût moyen, la satisfaction client moyenne, le délai. Voilà, toujours le délai en jours. Voilà. Et je peux même faire une extraction, donc avoir la liste des commandes sur cette région. Voilà, je peux pousser en termes de détails, c'est ce qu'on appelle une extraction, une page qui est dédiée voilà, à un certain niveau de détail.
Là, je suis sur l'Île-de-France, donc j'ai toutes les commandes. Et je peux encore pousser mon analyse en faisant extraire ici, en allant chercher une commande au hasard, et je peux voir en fait tout ce qui est lié à cette commande. Donc, le montant de la commande, le coût de la livraison, le nom du client, sa satisfaction, la date de commande, l'adresse, il n'y a pas eu de litige, 4 étoiles, etc., délai de livraison. Je peux tout avoir. Ouais, je peux naviguer comme ça. Hop. Hop, là, je reviens sur la carte. Ça, c'est la carte. Maintenant, on a aussi une page détail, donc avec toutes les commandes. Pour ceux qui regrettent Excel, vous avez votre petit tableau finalement. Et il y a les numéros de commande client. Voilà, vous pouvez prendre une commande. Encore une fois, vous pouvez faire clic droit et extraire. Ça va vous envoyer vers un niveau de détail au niveau de votre commande. Voilà. On peut aller assez loin au niveau de la granularité, donc du niveau de détail. On peut aller au niveau de la commande. Voilà, et après, vous pouvez filtrer comme vous voulez. Vous pouvez prendre ce produit-là, code produit, ce type de produit-là, les robots humanoïdes. Voilà, et après, analyser. Tac. Voilà. Vous voyez qui est le livreur, qu'est-ce qu'il y a, pas de litige, ok, livraison partiellement en retard. Toutes les informations nécessaires au niveau d'une commande. Voilà. J'ai un bouton effacer fil directement. Ça, c'est voilà, c'est la petite page détail. Et nous avons enfin une page suivi de la semaine. On peut voir, voilà, sur une semaine, en fait, quel est le planning. Là, je prends une semaine au hasard. Et là, j'ai le nombre de commandes, finalement. Le nombre de commandes expédiées, donc le nombre de commandes qui a été passé, le nombre de commandes expédiées, le nombre de commandes qui étaient censées être livrées. Finalement, ça s'entrechevauche entre les dates, le nombre de commandes censées être livrées, le nombre de commandes livrées, les détails de traitement interne des transporteurs, voilà, sur cette semaine-là, le coût moyen. Donc, je vois par rapport à ce qui devait être livré, ce qu'on a livré, ce genre de choses, les délais, les coûts moyens sur une semaine, la satisfaction client. Tiens, je vois que sur ce jour-là, c'est pas très bon. Donc, ce que je peux faire extraire. Hop, j'y vais. J'ai 3 commandes, dont un qui est un colis perdu. Okay. Donc, on voit que déjà, ça commence à sentir mauvais. Donc, on fait un clic droit dessus, on fait extraire et on regarde. OK, on voit que la commande a été perdue. Il y a une livraison à 7, satisfaction client moyenne, très mauvaise. Voilà, colis perdu, un litige. Bon, ça a été comptabilisé comme colis livré complet à temps, donc il y a dû avoir un souci à ce niveau-là, vous avez mon client, etc. Voilà, on peut creuser au niveau de l'analyse, c'est intéressant. Voilà pour ça. Donc voilà ce qu'on peut faire. Après, voilà, il y a toujours des enjeux de DAX. Finalement, dans le suivi de la semaine, là, c'est le jeu des relations inactives et actives. On joue avec les dates d'expédition, voilà, les dates de livraison réelle, tout ça. Voilà, c'est le jeu des relations inactives. Donc finalement, on se retrouve avec les calculs un peu voilà, complexes qui se basent sur une fonction qui s'appelle notamment use relationship. Hop là. Ça, c'est quoi? C'était les délais. Attends, non, pas les délais, les nombres de commandes. Ouais, alors, nombre de commandes expédiées. Voilà, ça utilise une fonction DAX qui s'appelle use relationship. C'est pour réinvoquer votre relation. Donc, la relation inactive que vous avez faite entre voilà, la table calendrier et la table de fait. Voilà, et en fait, ça vous permet d'obtenir le résultat souhaité. Voilà, sur un jour, vous aurez le nombre de commandes expédiées, le nombre de commandes censées être livrées, le nombre de commandes livrées en se basant sur la date de livraison. Voilà, toujours en réinvoquant donc la relation qui a été mise en inactive avec la fonction use relationship. Voilà. Ça marche sur ce genre de formule, voilà, plutôt avancé. C'est un peu les défis finalement sur Power BI et tout ce qui est commande. C'est les défis majeurs, c'est quoi? C'est les relations inactives finalement et la fonction use relationship, comment ça marche, comment bien mettre les jours fériés. Voilà, comment faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un petit enjeu.
Bon, voilà, ça, c'est pour la partie rapport. Donc, une fois qu'on a fait nos visuels, etc., maintenant, il faut partager. Donc, souvent, on publie. On publie où? On publie dans un espace de travail, donc un répertoire, finalement. Tac. Donc, ce qu'on appelle un espace de travail, c'est un répertoire où on peut collaborer. Et voilà, on le crée voilà, dans Power BI Service. Ici, on est sur Power BI Service. Et donc, à la fin, on reçoit le rapport dans notre répertoire et le modèle de données, finalement. Enfin, ce qu'on appelle un jeu de données, donc un modèle sémantique, c'est juste les données derrière. On a le rapport et les données derrière. On peut choisir qui aura accès à ça. Voilà, je peux gérer l'accès, je peux ajouter des personnes. Voilà, je peux être qui je veux. Par exemple, Augustin. Hop. Je peux ajouter des personnes, je peux choisir leur rôle aussi d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'il sera que lecteur, est-ce qu'il sera administrateur, membre, etc. Je peux le mettre membre. Bref, il y a une histoire de rôle. Ça, vous pourrez explorer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On peut aussi automatiser l'actualisation. Donc voilà, là, au niveau des paramètres du modèle sémantique, vous voyez qu'il y a actualisé maintenant, et notamment planifier l'actualisation. Voilà. Comme c'est des fichiers en local, il faut passer par ce qu'on appelle des passerelles. Voilà. Il y a aussi des soucis d'identification, vous voyez, parfois. Hop, modifier, hop, se connecter. Voilà. Parfois, ils nous embêtent un peu. Et là, on peut planifier l'actualisation, faire en sorte que ça s'actualise tout le temps, mais il faut passer par une passerelle, ce qu'on appelle une passerelle. Voilà, c'est quelque chose qui va faire le lien entre Power BI Service et vos données en local, parce que Power BI Service ne va pas forcément détecter ce que vous avez en local. Faites une passerelle. Voilà, bon, il y a des tutos sur ça, vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube notamment. Et une fois que la passerelle est faite, voilà, le lien est fait entre les données de Power BI Service, vu que c'est des données en local, voilà, il faut la passerelle, entre les données en local et Power BI Service. On peut aller sur Actualiser. Et dans Actualiser, vous pouvez voilà, configurer en fait une planification d'actualisation. C'est-à-dire que vous pouvez choisir si ça s'actualise tous les jours, si ça s'actualise toutes les semaines, etc. Vous pouvez ajouter des horaires. Tiens, ce sera tous les jours à 1h du matin, etc. Je peux ajouter un autre horaire. Avec la licence premium, c'est 48 fois par jour, donc toutes les 30 minutes. Licence pro, c'est 8 fois par jour. Et voilà, gratuit, plus compliqué. Voilà. Et donc ça, c'est assez puissant. Ensuite, on peut aller sur le rapport. Voilà. Et on peut aussi faire en sorte d'avoir des alertes. Vous voyez, on peut créer des alertes. Donc, je peux définir une alerte. Et par exemple, je peux dire, tiens, si l'OTD, voilà, si mon OTD, il devient, par exemple, inférieur, là, il me spam un peu, inférieur à 80%, ben, il peut m'envoyer une notification par Teams, par messagerie, etc. Vous voyez, ça peut me prévenir à chaque fois que mes données, à chaque fois que mes données m'indiquent que l'OTD a vraiment gravement chuté, etc., a atteint un score qui me pose problème. Donc ça peut vraiment être utile voilà, dans les cas pour être averti quand il y a des anomalies, ce genre de choses. Vous pouvez imaginer toutes sortes de cas pour être prévenu. Là, elle me spam. Donc, là, je l'enlève. Donc voilà pour la démo. Voilà pour la démo de ce qu'on peut faire avec le rapport. Encore une fois, je vous remonte. Une petite carte, plein de choses. Voilà, on peut se mettre à l'Amérique du Sud, on peut tac, explorer notre données. On peut faire plein de choses. Voilà, il y a les cartes. Tac. Il y a une petite page de détail. Hop, avec la liste des commandes, je peux prendre ce que je veux, je peux sélectionner ce que je veux, c'est assez puissant. Tac, je veux la liste des départements, sur quelle région, etc., pour quel transporteur. Finalement, j'ai toutes les données qui m'intéressent et après, voilà, je peux voir les détails sur une commande en particulier. On peut vraiment explorer sa donnée, avoir son suivi de la semaine. Hop, et s'il y a un jour où vraiment ça allait mal, donc un jour où la situation n'est pas top, par exemple ici, je peux extraire et avoir le niveau de détail.
Voilà. Et là, je me rends compte qu'il y a un service client insatisfaisant. Je peux aller voir. Tac, quelle commande? Là, je vois 1 étoile, délai de livraison 3 jours pourtant, c'est pas mal. Mais voilà, il y a eu des choses, peut-être qu'ils ne sont pas allés avec le service client. C'est peut-être laissé faire. Bref. Voilà. Voilà pour la démo. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. J'espère que ça vous a permis de voir ce qu'on pouvait faire. Une bonne idée de ce qu'on peut faire. Peut-être que vous avez des questions. Allons-y. Ah, est-ce qu'on aura accès aux fichiers? Ouais, ça, c'est intéressant. Ben, c'est quoi? Enfin, vous savez quoi? Vous pouvez. Ce que je vous propose, sinon, c'est que vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. On peut voir en amont comment ça marche. Donc, je vais vous mettre mon mail ici. Mais c'est pas le bon. Ouais, ou sinon je peux l'envoyer directement. Je pourrais envoyer un mail à cette adresse. Voilà. Donc je vais la noter. Tac. Donc, voilà, si jamais il y a un besoin, faites signe. Je vais noter quand même mon adresse. Voilà. Consulting. Voilà. Bon, là, ça fait un effet bizarre. Donc, je vais arrêter le partage. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, ça rend mieux. OK. Donc, des petites questions, des curiosités? Alors, Tinams Company. Quelque chose à dire? Merci à vous pour votre présence. Ah, merci Didier. Donc, rien du tout, rien qui vous intéresse? C'est jamais, hein? J'ai pas peur, hein, poser des questions. Niveau licence? Ah, c'est un cas compliqué. Ouais, les licences, c'est toujours ce qui pêche. Les contraintes, donc je devine les contraintes financières? Ah, gratuité pro? Alors, avec la licence, finalement, la licence gratuite, on peut faire tout ça, hein, tout ce travail-là qui a été fait, il peut être fait, hein. Tant que vous avez un compte scolaire ou professionnel à la limite pour les visuels personnalisés, donc les visuels pour afficher des étoiles, ce genre de visuel un peu extension, tout marche, ok? Donc tout peut être fait en fait sur Power BI, 90% de Power BI est gratuit, ok? Le souci, par contre, c'est quand vous allez vouloir partager. Là, ça devient payant. Donc il y a la licence Pro, voilà, c'est la première licence, et il y a la licence Premium. Licence Pro, voilà, c'est pour les 8 actualisations. Et ensuite, sinon, pour le reste, vous pouvez partager. Par contre, les personnes qui vont consommer le rapport doivent aussi avoir des licences. C'est ça qui est drôle. Et donc, il y a des moyens de contourner. Donc, c'est toujours compliqué. Le prix des licences, là, en ce moment, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça n'arrête pas d'évoluer au niveau du prix des licences. Attendez, je regarde rapidement. Licence Power BI Pro. Là, d'habitude, c'est là, ouais, avant c'était 10 €, maintenant ça doit être quelque chose comme 14 €. 14 € par utilisateur par mois, ouais, par utilisateur par mois. Non, c'est 13 €. 13 € par utilisateur par mois, ok. Donc ça, c'est pour la licence Pro. Licence Premium, c'est un peu plus, c'est 18, quelque chose comme ça par utilisateur par mois. Après, il y a les histoires de capacité Premium, d'autres choses. Pour les grosses entreprises, ils prennent un gros paquet, et donc ça leur fait 5 000 par mois carrément. Mais pour toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc ils ont accès à le mode capacité Premium. Voilà. Gratuit, sinon, on peut travailler avec Power BI gratuitement, hein, pour la plupart des choses. Et il y a des moyens de contournement, encore une fois, partager sur un site web. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On peut partager sur un site web, okay, pour que les gens y aient accès sans licence. Donc, on peut les mettre ça sur un intranet, donc un site web sécurisé. Bon, il y a plein de choses. On peut partager sur son PPT. Au sein d'une entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous
pouvez rendre ça disponible qu'à certaines personnes, aux managers et tout, et c'est lui qui présentera finalement sur son écran, sur un PPT, etc. On a plein de moyens de partage du Power BI, donc on peut limiter finalement le coût des licences. Ouais. J'espère que ça répond bien à la question. Ah, avec le gratuit, oui, en fait, on peut partager le fichier PBX. Donc, c'est un peu comme un fichier Excel en local. Voilà, après, par contre, tu peux le modifier, etc. Donc, finalement, pour consulter tout le travail qui a été fait, on peut le faire hein, gratuitement, on peut le partager. C'est limité, hein, mais c'est un fichier, en gros, PBX. Donc, comme un fichier Excel, on partage, on l'envoie par mail, etc. Voilà, ça peut se faire. C'est moins pratique, l'affichage est moins joli. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix hein, quand c'est économique. Et sinon, il y a des moyens, hein, comme je le fais, on peut partager sur un PPT, etc. Sinon, pour présenter son travail. Mais là, ouais, il vaut mieux passer par. Là, on est obligé plutôt d'avoir le pro. Voilà, c'est un peu flou, hein, toujours les licences avec Microsoft, licence pro, etc. Alors qu'on paye déjà licence Microsoft, c'est compliqué pour Excel, tout ça, suite Office. Ok. Yann qui semble avoir une question. On attend un petit peu. Bon, en attendant, sinon, Teams Company, c'est dans le cadre professionnel, c'est ça? Ok. Donc, ouais. Secteur d'activité, supply chain, tout ça, ou d'autres choses? Ah, super intéressant. Pilotage de données, export. Ah ouais, d'accord. Super intéressant. Ok, noté. Alors, partage sur Intranet, on ne paie pas. Et on garde les fonctionnalités dynamiques, oui. Mais quand je dis voilà, sur Intranet, en gros, c'est qu'on va partager le rapport, voilà, comme on a fait nous sur notre site chez Mype. Vous voyez, parfois, vous avez, je tapais RH ici, par exemple. Donc, pas sur cette session-là, mais voilà. Attendez, je vais vous partager l'écran. Pour partager ça. Vous gardez les fonctionnalités dynamiques, je vais montrer ça rapidement, je partage l'écran. Ouais, je vais partager directement tout l'écran. Tac. Voilà, donc je vous partage ça. Attends, c'est pas là. J'ai 10 milliards d'onglets. Voilà, ici. Par exemple, ici, on a partagé directement sur Internet. Voilà, une réalisation, c'est disponible au niveau de consulting réalisation. Voilà, un rapport qui vient d'une mission. Voilà, on peut le partager sur le web et finalement, il y a toutes les fonctionnalités, les histoires d'infobules, ce genre de choses. Ça, voilà, un petit rapport RH. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Bon, là, ça bug un peu parce que le PC surchauffe. Hop. Mais voilà, tout est bien facile. Donc, ça marche, mais il faut quelqu'un qui ait la licence au moins pour le partager. Je retourne. J'arrête le partage. Voilà. Bon, en fait, les consommateurs ne vont pas payer, mais nous, on va payer quand même pour le mettre sur un site web. Il va falloir payer. Donc, au moins la licence pro pour faire ça. Et pour actualiser, voilà, actualiser le plus de fois possible. Alors ça, forcément, il faut la licence premium. Bon, après, entre 14 euros, enfin 13 euros et 18, ouais, ça va. C'est quand ça se multiplie que ça devient un problème. Une seule licence à payer si tu utilises cette méthode de raton, oui. Mais voilà, là, c'est vraiment de l'optimisation. Donc, il y a ça, ouais. Mais c'est pour partager. Hein. Donc, un seul développeur qui va partager à la limite. Partager et avoir plein de consommateurs. Oui, il y a des techniques de contournement. Sinon, on peut payer que les licences pour les managers, ceux qui doivent consulter les données, et après, ils peuvent partager à leurs équipes, montrer à leurs équipes les rapports. Donc voilà, il y a des techniques vraiment pour diminuer les coûts à ce niveau-là.
différents magasins, différents sites. Donc finalement, ça ressemble un peu au cas, on pourrait dire. Il y a un côté géographique, différents magasins. Peut-être il y a des données de stock, des données financières. Ouais, c'est intéressant. On peut explorer les données, super, super bien. Après, ça dépend quelle source de données. Ah, les exports SAP, ben, c'est super sympa ça. Export SAP, c'est pas mal parce que ouais, bon, c'est des données bien, finalement, bien déjà bien mâchées quelque part. En fait, on a les colonnes, c'est pas mal. Et après, on peut les combiner, etc. Bah, justement, le rapport RH que j'ai montré, il se base sur des exports SAP, donc c'est pas mal. Et ouais, il y a des techniques pour automatiser tous les traitements, etc. Donc ça, c'est bien. Ouais, n'hésitez pas. Voilà. Donc, si jamais, voilà, vous voulez. Ah, la formation avec Augustin? Ok, bah, c'est noté alors. Bah, dans ce cas, il a dû bien vous montrer comment faire pour combiner tous ces exports. Ça doit être super. Tous les exports SAP, notamment, lui, son exercice préféré, c'est le rapport RH, qui est vraiment pas mal. Très bon même. Et donc, normalement, tu dois être pas mal avec ça. Voilà. Et avec, après, peut-être que c'est des données différentes. Ouais, pour la gestion de magasin. Ça marche. Bon, plus de questions? Bon, bah, merci à vous. Et très bonne soirée. Désolé si ça a été un peu rapide, hein, mais c'est compliqué là avec le timing. Très bonne soirée à vous. Au revoir.